Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu particulière puisque cette fois-ci on va en apprendre un peu plus sur Eddy. Eddy, je t'en prie, écoute, introduis-toi brièvement et puis ensuite on attaquera du coup les questions. Écoute, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Eddy Drouillard, comme vous le savez déjà, responsable e-commerce dans une société de spiritueux française où on produit, crée et distribue des marques de spiritueux et mon poste aujourd'hui est responsable e-commerce et digital. Donc je suis en charge de l'ensemble du marketing digital pour pouvoir activer nos stratégies de marque sur différents canaux. Et voilà, c'est pour cette raison que j'ai une appétence digitale et que on peut en parler tous les deux. Formidable. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le secteur des vins et spiritueux? C'est relativement simple, hein. J'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des beaux établissements à cocktail en Australie et de tomber sur une équipe passionnée et qui m'ont vraiment transmis en fait cette passion du produit des spiritueux et pas seulement de prendre une bouteille derrière un bar, mais de connaître l'histoire, la fabrication, la composition, le pourquoi on utilise ce produit et pas un autre. Et c'est vraiment cette richesse en fait des terroirs et des produits qui m'ont poussé à m'intéresser à l'univers des spiritueux, hein. C'est pour ça que quand je suis revenu en France, j'ai voulu continuer d'une part dans une école qui me permettait de continuer à parler anglais et de pouvoir ensuite me spécialiser dans ce secteur qui me passionnait en fait depuis ce jour-là, qui était les spiritueux. Ok, d'accord. Et donc des vins spiritueux et de cette expérience à l'international, qu'est-ce qui t'a amené au marketing du coup et qu'est-ce que tu retiens, je dirais, de tes premières expériences par rapport au marketing plus traditionnel? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il faut savoir que moi je viens pas du tout du monde du digital à la base, hein. J'étais vraiment dans le marketing traditionnel, donc brand manager sur des marques de spiritueux. Euh, voilà, ce qui était vraiment important pour moi, c'était le fait de créer des marques, d'apporter du branding dans tout ça, d'avoir une vraie stratégie pour pouvoir l'activer sur différents canaux et vraiment parler à des cibles spécifiques en fonction des marques. Par contre, j'avais un vrai manque. Concrètement, c'était de ne pas avoir de ne pas voir en tout cas le résultat de mes actions assez rapidement. Voilà, on peut créer des packs, on peut créer des univers de marque, on peut créer des ADN, créer du contenu, mais dans le marketing traditionnel, j'ai l'impression, on verra si les personnes partagent cette opinion, mais que on ne voit pas assez les résultats en fait de ce que tu fais tous les jours assez rapidement, et c'est vraiment ça qui me manquait dans le marketing traditionnel et qui m'a fait m'orienter plutôt dans le digital aujourd'hui. Ok, d'accord. Et c'est à quel moment du coup que tu as compris que le digital, ça allait être vraiment une opportunité pour toi? Ben, c'est pas forcément moi qui ai décidé, hein. Ça a été une opportunité en interne. On a voulu entamer une transition digitale dans la boîte dans laquelle j'étais, dans laquelle je suis toujours d'ailleurs, et de vouloir créer un pôle digital au sein du marketing. Et voilà, moi je me suis porté volontaire. C'est un peu ce que nous expliquent les anciens qui ont commencé dans Internet. La personne savait allumer l'ordinateur, donc c'est lui qui s'occupait Euh, du digital. Là, c'est un petit peu pareil. On s'est dit, c'est une personne jeune, motivée, engagée. Donc pourquoi pas essayer de lui confier ça? À savoir que moi, j'ai été un petit peu anti-réseaux sociaux. J'étais pas sur les réseaux, etc. Mais ça a été peut-être une force aussi. Euh, de ne pas arriver en terrain conquis et de devoir me poser énormément de questions et de pouvoir construire quelque chose qui ressemblerait à notre entreprise en fait, parce que on ne pouvait pas passer du tout au tout non plus sur la partie digitale. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grandir professionnellement, personnellement, parce qu'il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup d'envie d'apprendre plus. Donc voilà, c'est grâce à ça et grâce aux personnes qui m'ont fait confiance aussi, parce que c'est pas facile de donner l'opportunité à un gamin de 25-26 ans de rentrer dans un domaine qui n'est pas le sien, à la base, surtout sur un domaine aussi technique que le digital, mais bon, on pourra en parler un petit peu après. La technique ne fait pas tout dans ce hmm. milieu, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Non, non, bah justement, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu en es arrivé, du coup, je dirais, à les convaincre et quels ont été les éléments un peu déclencheurs pour qu'ils t'accordent cette confiance, sachant que tu venais pas forcément à la base d'une formation digitale? Ben, j'ai la chance, moi, chez Maison Villevert, d'être dans une entreprise qui a toujours prôné l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, tout dépend comment on le prend. Voilà, Jean-Sébastien Ambiquet, le
président fondateur a créé cette boîte de toutes pièces, il a toujours eu cet élan d'entrepreneur et de pousser ça et d'insuffler ça aux équipes en tout cas. Donc je pense que ça a été quelque chose d'assez naturel de pouvoir faire confiance. D'ailleurs, je les en remercie, mais ça sera plutôt à eux qu'il faudra poser cette question. Pourquoi ils m'ont fait confiance à ce moment-là? Mais écoute, ça fait quasiment 8 ans que je suis là-bas maintenant, donc je pense que ça a été quelque chose qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça a été une opportunité et la confiance des gens qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ok, et toi du coup tu en parlais tout à l'heure, donc tu viens pas forcément du digital, c'était pas un truc avec lequel tu étais forcément hyper fan, c'est-à-dire que Mm. tu n'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux Non. ou autres. Et de fil en aiguille, du coup, tu t'es orienté vers ce domaine-là. Et ça a été quoi, je dirais, l'élément déclencheur, un peu ce qui t'a poussé à vraiment prendre le virage à fond du digital, quoi. Ben, écoute, la première chose, ça a été l'opportunité de pouvoir le faire, hein, et donc de pouvoir progresser aussi au sein de l'entreprise. Donc c'était un petit peu un challenge personnel sans vraiment être certain de là où je mettais les pieds. Et puis une vraie volonté d'avoir de l'impact dans cette boîte, de continuer à rester pertinent, de continuer à grandir, de construire. Et le digital m'a permis en tout cas aussi de répondre à un besoin ou en tout cas à un manque que j'avais à cette époque-là, qui était d'avoir des retours concrets de ce que je mettais en place. Mm. Et ça, c'est vraiment la beauté du digital aujourd'hui, quoi. C'est je mets en place n'importe quelle campagne, que ce soit du SEO, du SIA. Le SEO est un petit peu différent, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais en tout cas des campagnes que je peux mettre, je peux avoir des résultats et les analyser et pouvoir modifier aussi en live. Le marketing traditionnel, une fois qu'on a lancé le 4x3, Mhm. ben, il y est quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est ça aussi qui moi m'a vraiment intéressé dans le digital, hein. C'est le fait de pouvoir faire, défaire, analyser et pouvoir reconstruire au fur et à mesure qu'on avance. Mhm. Voilà. Ok. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi, d'après toi, le marketing digital, ou en tout cas la digitalisation, c'est la clé pour les PME aujourd'hui? Mm. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme tu le sais, hein. J'ai écrit une thèse sur l'intégration, plus précisément de l'IA et des automatisations pour les PME. Euh, Moi, je pense que c'est vraiment important pour eux parce que ça va leur permettre d'être plus agiles, plus visibles, plus efficaces. Tout le monde aujourd'hui n'a pas encore pris le virage du digital, donc c'est aussi encore aujourd'hui un moyen de se différencier, notamment chez les PME ou toutes petites entreprises. Donc voilà, pour moi, c'est clé. Chaque niveau sera différent dans les entreprises. Il ne faut pas avoir peur d'y aller petit à petit en tout cas. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner dès maintenant. Mais c'est encore un élément de différenciation et potentiellement un élément de gagner du temps pour ces entreprises-là. Ok. Et depuis que du coup tu as fait un peu ce pivot, ça a été quoi, je dirais, ta plus grosse sortie de zone de confort? Ce qui t'a mis le plus dans la difficulté Ah bah, je pense que ça a été presque au tout début, hein, quand on a dû construire un pôle digital au sein du pôle marketing sans avoir réellement les connaissances, les acquis pour pouvoir mettre en place tout ça, parce que c'était quand même une restructuration globale dans une entreprise. Euh, donc voilà, c'est se poser les bonnes questions au début et puis se lancer. Voilà, c'est aussi la vie des entrepreneurs, hein. Hmm. Tu connais tout ça, mais voilà, faut pas avoir peur de se lancer. Donc moi, ça m'a vraiment fait me poser beaucoup de questions, sortir de cette zone de confort. Et puis au final, une fois que t'es lancé quoi. Donc t'as pas tous les codes au début, mais tu construis et t'apprends à construire au fur et à mesure, en tout cas, que les mois et les semaines Hmm. passent. D'après toi, pourquoi certaines boîtes, encore aujourd'hui, ont peur du digital? Qu'est-ce qui les bloque? Je pense que principalement, il y a une méconnaissance de ce qu'est le digital, une peur de ne pas y arriver, une peur du fait que ça doit coûter beaucoup d'argent. Encore une fois, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque entreprise doit y aller à son rythme, c'est important, et doit aussi choisir ses priorités. Le digital, c'est tellement vaste. Euh, alors on pourrait parler uniquement des réseaux sociaux pour, euh, pour qu'un restaurant commence à être un petit peu plus visible, etc., etc. On est dans un monde aujourd'hui où on n'a plus le choix d'être présent Hmm. sur ces canaux-là. Euh, donc voilà, il ne faut pas en avoir peur. Faut, c'est pas au dépens de l'humain, mais c'est censé l'accompagner. Donc voilà, il faut y avancer petit à petit. Je peux comprendre que des entreprises ont encore peur, parce que
c'est presque un gros mot des fois le digital parce que c'est énorme en fait, ça représente beaucoup de métiers différents. Euh, mais voilà, il faut y aller petit à petit, identifier vraiment les éléments qu'on veut travailler dès le début et puis construire doucement et sûrement. Ok. Et justement, bah, pour pallier à tout ça, comment toi qui es un expert dans le domaine de l'IA, comment l'IA pourrait accompagner, je dirais, ces entreprises, ou en tout cas les salariés de ces PME, peut-être à prendre tout ça en main? Aujourd'hui, c'est simple, hein. Tout le monde a la même problématique, je pense, quand on discute avec des salariés dans des PME. Le manque de temps, beaucoup de choses redondantes, euh, beaucoup de temps passé surtout sur des éléments à faible valeur ajoutée. Mm. Notamment, surtout, tu vois, pour recentrer l'humain sur ses tâches à valeur ajoutée. Aujourd'hui, transférer des tableaux Excel, remplir des données à des endroits, etc., c'est pas là où on attend un salarié. Par contre, comprendre, analyser, traiter la donnée et trouver des solutions pour continuer à être plus performant, c'est là où on l'attend. Donc c'est pour ça que tous ces outils, qui, je le rappelle, sont uniquement des outils et pas un deuxième cerveau, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais tous ces outils doivent lui permettre en tout cas de dégager du temps pour être plus productif et puis pour prendre plus de plaisir. Je vais prendre un exemple très simple, je vais reparler des tableaux Excel. Moi, à remplir des tableaux Excel, j'ai pas de plaisir. Par contre, analyser des données et trouver la stratégie qui va bien aller pour continuer à gagner des parts de marché, etc., c'est là où on prend vraiment du plaisir intellectuellement. En tout cas, c'est ce que je pense. Je te rejoins à 100%. Mais alors du coup, pour la suite, on avait noté une question, et je vais aller un peu plus loin dans la question. On voulait parler d'automatisation. Hein. Donc, est-ce que c'est une menace ou une chance? Et je vais poser donc une deuxième question, menace ou chance donc pour les entreprises et menace ou chance pour les salariés. Ok. Pour les entreprises, 100%, parce que c'est le moyen de faire la même chose plus rapidement. Pour le salarié, c'est aussi une chance, une opportunité, si et seulement si il s'en sert correctement, justement pour pouvoir être plus productif à côté, Mm. délester, enfin, ou en tout cas se délester de toute cette charge à non valeur ajoutée et pouvoir travailler en fait sur le reste. Euh, Si il pense que en automatisant des éléments, il continuera de faire la même charge de travail qu'avant, etc., et qu'il n'ira pas plus loin, forcément, au bout d'un moment, ça n'ira plus. Mais s'il se sert de cet outil pour pouvoir lui progresser et faire progresser l'entreprise, ça sera forcément une opportunité, une chance pour lui et pour l'entreprise dans laquelle il est. Ok, super clair. Si tu devais pitcher à un dirigeant le digital ou la digitalisation, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. On m'a souvent posé la question et pour moi, c'est simple. Vos concurrents, ils vont pas attendre. Ils continuent d'avancer dans le digital. Le digital, c'est censé être une extension de vos équipes et pas les remplacer. Voilà, il est censé, comme on disait, l'aider à mieux faire son job, l'aider à progresser, l'aider à aller plus vite, et qu'il faudrait commencer petit à petit, et que c'est un levier de croissance et pas un chantier en plus. En fait, si on commence à prendre le digital comme une contrainte, on n'y arrivera pas. Par contre, si on se dit que c'est un outil à intégrer dans tous nos domaines et dans tous les services de notre entreprise pour pouvoir avancer et aller plus vite, c'est comme ça qu'il commencera à mieux appréhender ce qu'est le digital dans sa globalité. Ok, super intéressant. Et donc aujourd'hui, si tu devais nous résumer ton quotidien en une phrase. C'est assez multicasquette hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le digital c'est vaste. Donc c'est plutôt animer une équipe, animer des budgets surtout. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on travaille en interne et d'autres où on externalise avec des agences pour aller plus à la performance. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, de la gestion d'équipe, de la gestion budgétaire, de la gestion d'agence et beaucoup de stratégie. Grosso modo, dans le marketing digital, mon boulot c'est d'appliquer la stratégie marketing de l'entreprise sur un canal qui est le digital ou des canaux qui vont être différents, que ce soit des sites internet à travers du SIA et du SEO pour amener du trafic, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des newsletters, etc. etc. Donc c'est assez vaste, mais c'est tout simplement l'application de la stratégie marketing du groupe ou de l'entreprise sur un canal qui est le digital. Ok, d'accord. Alors du coup, tu en parlais, SIA, SEO. Déjà pour toi, le SEO, qu'est-ce que c'est? Bah, pour moi, c'est déjà répondre à des requêtes.
Hmm. Beaucoup confondent le SEO comme je crée du contenu pour espérer que le robot Google me fasse remonter dans des lignes, dans des lignes de recherche, mais c'est surtout pour moi l'analyse des requêtes consommateurs, des requêtes de notre cible, pour pouvoir se positionner en tout cas sur ces requêtes, apporter des réponses et de ce fait remonter petit à petit dans les algos de Google en répondant aux besoins de nos clients. Parce que ne pas oublier qu'on ne fait pas du SEO pour soi, mais qu'on le fait pour répondre à des besoins. Hmm. Ok, Voilà. d'accord. Et donc aujourd'hui, pour toi, différence entre le SEO et le SIA? Le SEO, c'est un marathon qui est gratuit. Gratuit entre guillemets, si tant est que c'est du temps humain, mais qui va durer longtemps. Hmm. Alors que le SIA, ça peut être des sprints à des moments bien particuliers ou même en fil rouge, bien évidemment payants, mais qui peuvent payer assez rapidement, où on peut voir des résultats assez rapides. Donc pour moi, c'est jamais l'un sans l'autre. En tout cas, le SIA est surtout là, en tout cas, c'est ma vision pour laisser le temps au SEO de grandir et au fur et à mesure que nos résultats en SEO vont commencer à payer, pouvoir réduire la part du SIA dans notre stratégie. Voilà. Ok, Donc les deux d'accord. se complètent pour moi, c'est vraiment Ouais. une harmonie. Ok. Et bah, du coup, pour revenir sur ce que tu disais un peu sur ce long run, sur ce marathon du SEO, c'est quoi le plus dur en fait dans la création de contenu? Dans la création de contenu, pour moi, c'est que c'est très chronophage, hein. Et encore, j'ai la chance d'être dans une entreprise où on a pas mal de marques avec des ADN complètement différents, avec des cibles complètement différentes aussi. Voilà, c'est assez chronophage, ça demande beaucoup de temps parce que de plus en plus aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet, les newsletters, euh, ça consomme énormément de contenu et donc énormément d'énergie et potentiellement énormément de budget. Donc voilà, dans la construction de création de contenu, faut être vraiment sharp et il faut se dire que la réutilisation des contenus sur différents canaux est la clé. Je vais donner un exemple très clair. Si je commence à identifier un besoin en termes de SEO qui répond à une question consommateur, pourquoi ne pas créer mon article de blog, pouvoir l'utiliser sur les réseaux sociaux pour l'utiliser différemment, en faire un podcast, en faire quelque chose d'autre, mais en tout cas la même réponse, le même besoin va vous permettre d'être présent sur différents canaux et de pouvoir aussi capter beaucoup plus d'utilisateurs et de futurs consommateurs, potentiels consommateurs, sur différents points d'accroche en tout cas. Mhm. Parce que peut-être que mon consommateur sur LinkedIn n'est pas sur YouTube et ne verra pas cette vidéo, mais je vais pouvoir aller essayer de le récupérer par là aussi. Ok, d'accord. Et donc par rapport à tout ça, en tout cas des erreurs fréquentes qu'on pourrait voir justement en social media. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, même pour le SEO, hein, c'est parler de soi et pour soi, en Mm. oubliant qu'on vient raconter une histoire à notre futur consommateur. Donc il faut ouvrir les yeux, ouvrir nos chakras, s'élargir un petit peu, bien évidemment respecter l'ADN de chacune des marques et ce qu'on souhaite raconter ou en tout cas faire comprendre à nos consommateurs sur nos marques. Mais il ne faut pas oublier que c'est eux nos lecteurs et c'est eux qu'on vient communiquer. Et ça, je pense que c'est la clé. Ok, d'accord. Donc après, toi, je sais qu'en tant que responsable marketing, tu as dû former des équipes, tu continues à le faire. Aujourd'hui, si tu devais donner des conseils à quelqu'un pour bien former justement ses équipes au digital, comment tu t'y prendrais? Avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'exemples, faire en sorte que les équipes posent des questions, faire en sorte d'accepter aussi, ça c'est très important, que ton équipe fera en 2 heures ce que toi tu es capable de faire en 20 minutes. Garder son calme et faire progresser ton équipe parce que si tu fais à leur place, ils n'y arriveront pas. Et si tu les laisses en les faisant grandir, ils seront aussi, eux, capables de le faire en 20 minutes au bout d'un moment. Et ça voudra dire que tu auras fait ton job. Donc pour moi, voilà, c'est beaucoup de pédagogie, de bienveillance, d'accompagnement, répondre à des questions et beaucoup de communication. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, par exemple, au sein du groupe Villevert ou ailleurs, hein, de toute façon, est-ce que tu aurais une action digitale que tu as menée et dont tu serais fier aujourd'hui? Je pense que là où je suis le plus fier, ça a été la sortie de notre nouveau site e-commerce. Euh, Pas forcément parce que sortir un site e-commerce est très très compliqué, mais ça a été une vraie transformation digitale au sein du groupe. Donc ça a été un projet qui a vraiment été multiservice, qui a fait participer beaucoup des salariés, bon nombre de salariés de différents services et de différents horizons dans ce projet. Donc voilà, ça c'était une petite fierté parce c'était quand même la première fois où on allait parler en B2C directement à nos consommateurs.
vu qu'on est dans une boîte plutôt B2B avec des circuits plus traditionnels. Voilà, c'était vraiment un mindset à mettre en place, à faire comprendre, euh, voilà, à mettre en place dans cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier d'être venu au bout, moi et mes équipes. Ouais. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, c'est super, on parle de tout dans le meilleur des mondes, mais Ouais. imaginons demain, vous lancez ou tu lances une stratégie, tout plante, on fait quoi? Bon, ça, je pense que ça a dû arriver à tout le monde. Surtout quand tu pars avec des choses en tête que tu penses être la réalité, mais qui n'est pas forcément le cas. Bah, c'est simple, hein, dans le digital, tu peux vite voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc, couper au plus tôt, se poser, réfléchir, analyser, comprendre et trouver une solution. Et puis surtout, apprendre de l'erreur. Hein. Faire une erreur, c'est pas grave. Par contre, en tirer aucune leçon, ça l'est. Hmm. La compétence digitale la plus sous-estimée selon toi? Savoir vulgariser. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que je viens pas du monde du digital à la base. Et voilà, j'ai commencé à parler avec des agences, avec des experts qui utilisaient des mots dans tous les sens, qui me faisaient bien comprendre que je n'étais pas à ma place. Alors que quand tu leur demandes d'expliquer avec des mots clairs, français et limpides, tu te rends compte que ça peut, C'est pas si complexe. c'est pas si complexe. C'est du bon sens. Et du bon sens, tout le monde peut en avoir. Donc pour moi, savoir vulgariser, c'est vraiment la compétence clé, surtout au sein des entreprises où le comité de direction ou les comités exécutifs ne sont pas des experts du digital, mais sont souvent des décideurs. Donc il y a des budgets à la clé, il y a des choses à mettre en place et tu as besoin de les convaincre. Et alors oui, tu peux caler quelques mots qui font vraiment experts et professionnels pour bien qu'ils comprennent que c'est quelque chose de technique et spécifique. Mais si tu les embarques pas avec toi et qu'ils comprennent pas ce que tu es en train de raconter, tu n'iras pas très très loin. Donc voilà, pour moi, savoir vulgariser, c'est vraiment la clé. Ok. Et pour ceux qui auront la ref, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais manager? On en a vite fait parler tout à l'heure, mais pour moi, le bon manager, c'est savoir écouter ses équipes, les faire grandir, leur donner un cadre, parce qu'on n'est pas là non plus quand même pour être juste copain-copain, mais voilà, il faut leur donner un cadre, mais leur donner de l'autonomie. Essayer d'être le plus clair possible avec eux dès le début et pas revenir beaucoup en arrière. Pour moi, le mauvais manager, c'est celui qui va faire à ta place et qui va te donner des briefs pas très clairs et changer constamment de direction. Pour moi, il n'y a rien de pire parce que tu prends le temps de travailler sur quelque chose et au final, ça ne correspondra pas aux attentes, soit parce que le brief n'aura pas été clair, soit parce qu'entre-temps, on a changé d'idée, mais on n'a pas communiqué auprès du salarié, ou en tout cas auprès de ses équipes, qu'on a changé d'idée. Donc voilà, pour moi, c'est ça le gros focus à avoir, c'est écouter, faire grandir et puis faire confiance aussi. Ok. Plutôt manager ou leader? Pour moi, je pense que les deux mots sont importants. Pour moi, le manager, alors les deux auront le même rôle, mais le manager, ou en tout cas manager, c'est plutôt donner un petit peu de structure, du cadre, accompagner, etc. Et le leader va plus être là pour fédérer, donner une vision, voilà, pour être plus moteur, sans forcément rentrer dans des éléments techniques ou très opérationnels, mais plus pour voilà, fédérer. Donc pour moi, les deux sont vraiment Ok. indispensables. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de faire grandir tes équipes? Voilà, les voir progresser, les voir oser des choses, les voir aussi sortir de leur zone de confort. On parlait aussi tout à l'heure du fait de une tâche que tu peux faire en 20 minutes, ils le font en 2 heures et les voir avancer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Et puis voilà, de leur donner la chance aussi, tu vois. Il y a des managers qui vont s'approprier le travail des équipes. Moi, je sais que si l'équipe va travailler quelque chose, j'aime bien qu'ils puissent aller le présenter directement. De un, ça va les aider à monter en compétences. Et de deux, c'est gratifiant pour eux et c'est gratifiant pour toi de voir qu'ils y arrivent. Voilà. Ok, je vois. Et là, suite à ces maintenant quelques années de management, est-ce que tu aurais une leçon de management justement que tu aurais apprise un peu à la dure à nous partager? Le vrai point, c'est qu'en fait, on ne peut pas manager tout le monde de la même manière. Tous les humains ne sont pas fabriqués de la même manière. Tu ne peux pas parler à tes équipes à tous de la même manière. Voilà, j'avais eu la chance de faire une formation sur de la communication interpersonnelle qui t'indique clairement en fait que tout le monde est différent. Alors tu le sais au fond de toi,
Mais en fait, la manière dont je vais donner une consigne à une personne A ou à une personne B ne va pas être reçue ou comprise en tout cas de la même manière. Et ça, quand tu commences voilà, avoir un petit peu ce petit trait de psychologie auprès de tes équipes et de pouvoir analyser comment communiquer avec eux, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et si tu ne le fais pas, comme beaucoup et comme j'ai pu le faire, bah, tu te rends vite compte que tu peux épuiser des équipes ou que tu n'es pas compris correctement. Hmm. Si tu pouvais te donner un conseil au toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que ce serait? Ne pas tout contrôler, essayer de tout contrôler en tout cas. Ça, c'était peut-être l'ego et la fougue des 25 ans qui te disent bah, en fait, tu sais mieux que tout le monde et tu peux savoir tout faire. Poser plus de questions, parce qu'en fait, c'est les échanges avec tout le monde qui font grandir. Et moi, si j'ai réussi à arriver aujourd'hui à m'en sortir dans le digital, c'est grâce aux rencontres, aux échanges, aux discussions, à me faire expliquer, à poser des questions. Voilà, et puis surtout, laisser le temps. Hmm. Éviter d'être trop pressé, prendre le temps de faire les choses et prendre le temps de voir les résultats. Des gens, à un moment donné, qui t'ont tendu la main, peut-être un moment où tu ne pouvais pas, où tu ne savais pas. C'est scribe. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever? Euh, L'argent. Non. Forcément un petit peu, mais c'est surtout prendre du plaisir. Euh, Parce que l'argent ne fera pas tout. Et puis si t'es pas heureux dans ce que tu fais, Hmm. bah, on le voit, hein, il y a de plus en plus de maladies professionnelles. De De burn-out. burn-out, d'épuisement. Donc tu peux être très bon dans ton métier pendant un moment, mais si tu prends pas du plaisir et si tu prends pas du temps pour toi et pour écouter ton cerveau et ton corps, tu n'y arriveras pas. Donc voilà, prendre du plaisir et m'assurer que mes équipes en prennent aussi. Ok. Alors justement, bah, dans l'extrême opposé, quel a été le moment pour toi où tu t'es dit, mais là, en fait, je suis à ma place, quoi? Eh ben, ça a été compliqué au début, hein. Quand tu viens pas du monde du digital et que tu te mets à parler avec des personnes expertes ou en tout cas qui utilisent du vocabulaire bien particulier ou même auprès de tes équipes que tu vas animer ou des salariés autour, tu as un petit peu ce syndrome de l'imposteur parce que bah, tu n'as pas les diplômes pour, tu n'as pas l'expérience professionnelle pour, et puis tu apprends, tu grandis, et finalement, il y a peu de temps, j'ai fait une année de formation continue que j'ai pu mener en parallèle de mon job au MBA MCI à De Vinci sur Paris. Et en fait, quand tu te rends compte que tu échanges avec les gens et que ça se passe bien, que ce qu'on essaye de t'expliquer, tu le conçois, tu le comprends déjà, c'est déjà des choses que tu mets en place, et ben tu te dis que ce que tu as appris tout seul, au final, ça avait du sens et que tu n'es pas si loin de la vérité. Et c'est vraiment là où je me suis dit, en fait, ok, je suis à ma place et je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et ça fait du bien, ça fait plaisir. Top. Et un petit défi pour la fin. Si tu devais nous donner ta vision du digital en une punchline. Il y en a une que j'aime bien, bon, qui n'est pas de moi, mais que je réutiliserai aujourd'hui, c'est euh, le digital, c'est le présent de ceux qui veulent construire le futur. Grosso modo, si tu ne t'y mets pas maintenant, C'est foutu ça pour sera demain. plus compliqué demain. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment cette phrase, le digital, c'est le présent de ceux qui veulent du futur. Ok, bah écoute, super punchline. C'est vrai qu'elle a du sens, surtout dans le monde actuel. Bah écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça nous aide énormément pour le référencement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo des deux gars du digital. Merci à tous, à bientôt.